Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les jeunes et les professionnels. L'échec dans le milieu professionnel. Nous sommes en 2025 et malgré les efforts des gouvernements, des entreprises et des institutions éducatives, de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver leur place sur le marché du travail. Stages non rémunérés, CDD à répétition et les emplois précaires sont devenus une réalité. Est-ce le manque de compétences, des attentes irréalisables, système éducatif inadapté ou encore marché du travail trop exigeant, échec des jeunes en milieu professionnel, une quête de l'identité, de soi ou concurrence sociétale? C'est le thème qui nous réunit ce mercredi. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Tata Bonjour, Brigitte. Tata Brigitte. Comment est-ce que vous allez? Ça Nous va allons très bien. bien, Gilles, grâce ça à va? Dieu. Ça va. Ça fait Vous avez- longtemps quand même. Oui, ça Ça- fait longtemps. Ouais, je Joseph, vais très bien. J'aime l'ensemble. merci. L'ensemble, voilà, du haut jusqu'en bas, j'aime bien ça. Merci bien. Mm, Nous allons Elle est donc. encore à Visson ce matin. Très, Oui. très ravissante. Merci. Ouais. Toujours à me complimenter, hein. Non, 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 en fait, tu es Oui. la belle-mère de la famille. 50 minutes entre nous. Coucou spécial à Benjamin. Voilà, C'est le ça. beau-fils. Voilà. Merci bien. Nous allons donc partir pour la transition, revenue pour le débat. C'est donc une réalité que bon nombre, bien beaucoup d'entre nous rencontrent sur le terrain au cours de leur carrière. Perdre un emploi, échouer à un projet ou encore rater une promotion peut avoir un impact profond. Nous parlons de l'échec des jeunes en milieu professionnel. Joseph, le constat il est clair, hein. Est-ce que nous disons la vérité ou bien nous inventons des choses? Non, non, on n'invente rien. Je pense que lorsque tu déballais le sujet avec ton introduction, je vois que la plaie, elle est profonde. Euh, on n'invente rien parce que le sujet c'est clair. Aujourd'hui, on voit nous en tant que jeunes engagés professionnellement ou dans le domaine comment l'appelle-t-on, de l'entrepreneuriat. Et puis, vous voyez, on est rapidement entre la quête de soi et en même temps concurrencer une quelconque personne ou je ne sais pas, ou démontrer quelque chose à la société et on se retrouve à l'échec ou je ne sais pas, des exigences qui viennent par ici et par là, des entreprises dans lesquelles nous sommes engagés. Je pense que le constat est clair. Le constat est clair, les gens commencent et ambitieux de pouvoir se réaliser, se positionner dans l'entreprise où ils sont engagés, ou je ne sais pas, prouver de quoi ils sont capables, les performances, les compétences, comment l'appelle-t-on, qu'ils ont déjà méritées dans des écoles de formation. Et là, ils se retrouvent avec, comme tu l'avais dit, des CDD interminables, des stages non rémunérés. Et tout est compliqué. Et à la fin, le jeune ne se retrouve plus. C'est l'échec qu'il attend, des démissions par ici et par là, se démoraliser. Je pense que le constat est clair, juste en voyant seulement les promotions avec lesquelles on a évolué à l'université, Mhm. là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que le constat est très clair et il faut qu'on en parle afin de conscientiser les âmes et conscientiser les personnes fautives ou non, impliquées ou non, de près ou de loin, afin que nous puissions également, pas éradiquer complètement ce fléau, mais atténuer l'effet de cette pression, de ce fléau-là. Voilà. Est-ce que c'est le même son de cloche chez il? Oui, je vais dire que vous n'inventez rien. C'est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent, qui se cherchent, mais qui ne se retrouvent pas parce qu'ils sont quelque part perdus. Et même dans l'introduction, vous avez donné des pistes de causes, voilà, que ce soit le manque de compétences, voilà, c'est pas le mouvement des jeunes qui fait que bon, l'autre fait quelque chose, moi aussi je vais faire des trucs comme ça, voilà. Donc au-delà de tout ça là, il faut aussi interroger la base, voilà, ce qui a été à l'origine d'abord de toutes ces choses là. Donc c'est un peu beaucoup de paramètres qu'on peut interroger ou qui s'invitent dans ce débat-là, voilà, qu'on doit chercher et vraiment développer. Sinon,
beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas et ont besoin d'accompagnement, voilà, par rapport, pour qu'ils puissent se retrouver. Voilà, tu as parlé de paramètres. C'est vrai que dans l'introduction, on a une, quelques causes. Mais revenons-en. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeune qui, peut-être après avoir eu son diplôme, d'abord peine à trouver du travail, et même s'il trouve ce travail, il n'a pas les résultats auxquels il s'attend. Qu'est-ce qui est à la base? Je peux dire que d'abord, à la base, peut-être c'est le choix de sa filière d'études aussi qui peut jouer. Donc ça rejoint encore une fois l'orientation, voilà, le choix de son... Parce que les filières qu'on a aujourd'hui dans nos écoles, nous reconnaissons que ça ne répond pas aux besoins du marché de l'emploi. Mais bon, comme c'est ça qui est là, on va et on choisit et on va faire. Et on se retrouve sur le carreau. Et ça, en fait, c'est un truc qui va arriver, quoi. Puisque si on se dit que il y a une adéquation entre formation et emploi, mais on va encore dans la même filière pour se former, forcément on va se retrouver sur le carreau ou trouver quelque chose qui n'est pas vraiment conforme à ce qu'on devait faire. C'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup qui font des choses qui ne sont pas des choses pour lesquelles ils sont formés. Voilà. Ils font des choses quand même pour se retrouver, pour avoir un truc à faire, pas forcément ce pourquoi ils sont formés. Donc là, la cause peut être encore plus profonde au niveau de, peut-être, si je quitte là-bas, je peux aussi évoquer une cause, c'est que quoi? Ils n'ont pas peut-être pris au sérieux les études, La formation? la formation qu'ils ont reçue. Voilà. Donc, là, ce n'est pas que la formation n'a pas été conforme au marché de l'emploi, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. En étudiant, on se dit que, bon, on va avoir juste des notes et passer, voilà. En fait, c'est la tendance maintenant. C'est la tendance maintenant. Faire vite et partir. C'est-à-dire que avoir vite le diplôme. Maintenant, à quelle fin? Après, c'est quoi? Peut-être qu'on ne pense pas à l'après-diplôme. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce diplôme-là? Ou encore, quelles sont les compétences que le diplôme doit m'acquérir, m'aider à avoir? Peut-être que quelque part, on ne pense pas à ça. Ça qui fait que après, on ne se retrouve pas. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu peux faire. C'est-à-dire qu'après la formation, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Maintenant, comment tu peux t'orienter? C'est ça, la question. Voilà. Donc, je pense qu'également qu'il avait bien commencé et il a rectifié le tir disant que les formations que nous avons ne répondent pas aux besoins. Voilà, voilà. Mais c'est juste pour dire que où est-ce que tu veux, comment l'appelle-t-on, travailler? Parce que je ne peux pas prétendre faire une formation dont je sais que le débouché n'est pas au Togo et j'attends toujours quand même travailler au Togo, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des formations dont les débouchés sont pas au Togo? Je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, ce n'est pas là le débat. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il a bien dit au début, vous savez, il y a à Lomé aujourd'hui des jeunes, ce qu'ils trouvent, ils font. Ils ne font pas ce qu'ils ont, ce pourquoi ils ont fréquenté. Peut-être, premièrement, ils ne se sont pas bien informés avant d'entamer cette filière et savoir vraiment ce que ça me demande de faire à la fin de ma formation. De deux, ils ont fait la formation, mais ils ne trouvent pas, peut-être que le marché de leur emploi est vraiment coincé, voilà, restreint, qu'ils n'arrivent pas à se positionner. Également, c'est ça, le manque d'emploi qui vient là. Et il a abordé un point qui est très important et dont nous devons considérer, c'est ce point-là où, je ne sais pas, le jeune fait la formation juste pour avoir le diplôme. Et ça, c'est un autre débat sur lequel on peut revenir. Le diplôme ne garantit pas l'emploi que vous devrez avoir ou bien le débouché. Non, ça ne garantit pas. Parce que, vous voyez, lorsque vous avez le diplôme, on peut vous poser une question sur la littérature, même si vous avez une licence ex-lettres, vous allez regarder de haut en bas, ne pas savoir même de quoi on parle. Parce que les gens finissent de faire un département sans avoir fait des études approfondies ou ne pas également savoir vraiment de quoi il s'agit à la fin de cette formation. Il y a des gens qui font des études pour avoir le diplôme et à la fin, ils n'ont pas la compétence requise pour pouvoir travailler. Ce qui voudrait dire qu'ils sont mal partis. Même s'ils ont voulu vraiment faire ce département, ils ont voulu faire cette formation, à la fin, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils n'ont pas la compétence nécessaire. C'est ce qui peut amener également, lorsque le jeune, par chance, a trouvé un emploi, parce que le diplôme dont on
bon, que l'employeur cherchait, c'est ce diplôme que tu as. Et qu'on te met maintenant dans le boulot, tu as la pression et tu vas démissionner juste après parce que tu n'arrives pas à faire le travail, tu ne réponds pas de façon, ta compétence ne répond pas selon ton diplôme. Et donc, tout ce qu'on te demande de faire, tu n'arrives pas à le faire. Comme tu as fini un diplôme de secrétariat, tu n'arrives pas à naviguer facilement dans l'Excel. Donc, Excel, c'est l'application où tu dois travailler normalement et tout ça. Mais tu n'arrives pas. Là, ton diplôme est là, mais la compétence n'est pas là. Et maintenant, lorsqu'on va te donner beaucoup de tâches dans cette application, tu auras tellement de pression et que tu vas finir par démissionner. Là, on parle un peu comment l'appelle-t-on, de la manière dont tu vas te positionner dans ton domaine professionnel. Donc, tout cela amène également une pression que nous, jeunes, nous avons. Soit on ne s'est pas bien informé sur la filière qu'on devait faire, on s'est informé sur la filière, mais au cours de la formation, on a reçu seulement des notes pour avoir le diplôme. Et passé, on est sorti sans compétence, on est embauché dans une institution où le travail qui nous est demandé, nous ne sommes pas à la hauteur selon le diplôme que nous avons présenté. Voilà, Gilles, quelque chose à ajouter par rapport au... Ce que je peux ajouter, c'est, il a déjà parlé de ça, le manque de compétences. Ce que je vais dire par là aussi, c'est que l'école ne prépare pas, bon, en dehors du fait qu'il y a la crise de l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais en même temps, on s'étonne qu'il y a du travail, mais on ne trouve pas de personnes aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu le côté. Ça veut dire qu'on cherche des gens pour faire des travaux où on ne trouve pas. Ça veut dire qu'on ne trouve pas des compétences dont on a besoin. Voilà. C'est ça qu'on vient de dire, que les gens sont diplômés, mais ils ne sont pas diplômés pour les choses qu'on cherche, pour les domaines dans lesquels on a des besoins. Voilà, ça c'est une chose. Et je vais aussi ajouter en disant que l'école, normalement, devait préparer, peut-être que ça fait partie des solutions, peut-être l'école devait préparer les gens à créer du travail. C'est ça aussi, l'école ne nous prépare pas. Étant donné que la réalité est qu'il n'y a pas d'emploi. Ça veut dire que donc l'école devait prendre sur lui de pouvoir nous amener à créer de l'emploi. Pas forcément à attendre que quelqu'un crée. Parce que le travail même que tu attends là, c'est quelqu'un qui l'a créé aussi. Donc il faut que quelque part que l'école nous amène à créer du travail. À savoir que même si je finis ma formation, j'ai mon diplôme et que je ne trouve pas à faire, je peux moi-même créer du travail et faire. Alors, il y a une question, quand Joseph développait, il a donné l'exemple, par exemple, du secrétariat. Vous avez votre diplôme en secrétariat, mais sur le terrain, par exemple, vous n'arrivez pas à naviguer dans le logiciel Excel, je ne sais pas, PowerPoint, ou bien encore Word, vous ne savez pas faire un test et tout ça. Alors, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour avoir le diplôme? Si c'est un diplôme où il faut la pratique, comment est-ce qu'on s'arrange pour avoir donc ce diplôme-là? Moi, je peux dire que ça traduit ou ça donne l'image même de l'école, des conditions dans lesquelles nous étudions, même à l'école. En dehors de la personne elle-même qui ne prend pas au sérieux peut-être ce qu'il fait, il y a aussi les conditions dans lesquelles nous apprenons. Parce que on peut toutefois, il y a beaucoup de théories dans nos écoles. On fait trop de théories, il n'y a pas de la pratique. Peut-être que la personne, on lui a appris Excel, tout ça là, les Sahari, par-ci, par-là, mais il n'a jamais touché ça. Peut-être. Il voit passer. Voilà. Maintenant, c'est quand il a un travail, il cherche un travail et il a le travail, peut-être qu'il a mis que sa formation devait lui permettre de faire certaines choses, mais on s'étonne qu'il se trouve devant ces choses-là, il n'arrive pas à faire. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une question à se poser. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles nous étudions aussi en ont pour quelque chose. Il y a beaucoup qui sont diplômés et ils parlent des choses dont qu'ils ne connaissent même pas. Beaucoup, il y en a tellement beaucoup, même à l'université. Il y a des gens, ils ont fait des expériences, mais tout ça c'est de la théorie. Ils n'ont jamais vu par exemple le soufre ou le sodium, les trucs comme ça, voilà. Ils n'ont jamais vu ça. Mais comment la personne pourrait... Et d'ailleurs même c'est ça là qui pourrait l'amener à être créatif, à dire que c'est ça qui va ouvrir son esprit créatif. D'ailleurs ça. Alors qu'il n'a jamais vu les choses pour lesquelles il a dit, les choses dont on lui a parlé dans sa formation. C'est vrai parce que vous voyez parfois d'abord le cadre de la formation, c'est-à-dire oui, le cadre de la formation participe également et également la détermination des jeunes ou bien des jeunes que nous sommes au cours de la formation à découvrir au-delà. Moi, je pense que lorsque nous sommes dans un domaine où la formation nous
doit nous garantir un domaine professionnel. Nous sommes au-delà des étudiants, de simples étudiants, mais nous sommes des étudiants chercheurs pour pouvoir aller nous-mêmes. Parce que parfois, on se dit qu'on nous prépare peut-être 2 ans après pour devenir des professionnels. Je vous garantis que 2 ans ne peut pas tout vous donner pour devenir professionnel. Mais l'enseignant peut venir vous donner des pistes de recherche et vous y allez, vous faites des recherches et vous êtes bien assis dans votre domaine. Également, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a une manière de faire la théorie, il y a une autre manière de faire la pratique. Vous faites très bien, vous pouvez être très excellent à la théorie, mais lorsque vous allez vous retrouver en tant que, je ne sais pas, docteur ou médecin, vous faites toutes les théories possibles. Lorsque vous allez vous retrouver devant comment l'appelle-t-on, un cadavre entrouvert que vous devez opérer, c'est là que vous allez comprendre que ce que je vois dans les livres n'est pas ce que je vois dans la réalité. Donc je pense qu'il y a également le cadre de la formation où on ne nous met pas devant le fait accompli pour savoir, pour expérimenter vraiment ce qui nous attend dans le monde professionnel. Et également nous-mêmes, même si on nous donne l'opportunité de le faire, nous ne prenons pas au sérieux parce que peut-être que nous ne considérons pas que voilà, c'est facile, on peut le faire, on peut le gérer, jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le fait accompli. Voilà, avant de poursuivre, hein, pour voir quel impact cela sur la société, sur les jeunes eux-mêmes, nous allons lire quelques réactions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Antoine Balouki. Par rapport au thème, je pense que l'échec professionnel chez les jeunes est souvent lié à une crise d'identité. Beaucoup ne savent pas encore clairement ce qu'ils veulent, ce qui les passionne réellement ou vers quoi ils sont naturellement doués. On se lance parfois dans des domaines dictés par les parents, la société ou la tendance du moment. Quand la motivation intérieure n'est pas solide, la moindre difficulté devient un mur. Aussi, aujourd'hui, la société impose des modèles de réussite rapides. Voiture, voyage, statut, argent. Les jeunes entrent dans une compétition invisible où l'on ne se compare plus à soi-même, mais à des standards souvent inaccessibles. Cette pression crée de la précipitation, de l'anxiété et des décisions non réfléchies qui mènent à l'échec. Là, on pourrait facilement déduire que la pression sociale est aussi un grand facteur. Joseph? Oui, Réaction. Balouki, merci d'avoir intervenu. C'est un ami. Il est actuellement enseignant. Je pense qu'il a résumé. Il a tout dit sur le thème. Parce que là, vous voyez, j'ai toujours cette impression-là que je ne me compare nullement à personne. Parce que qui je suis demeure qui je suis et qui je serai sera comparé à qui j'étais hier. Je pense que c'est ça. Mais aujourd'hui, nous sommes comparés à des personnes dont nous ne savons pas leur passé. Et premièrement, il avait parlé également de la pression dont les parents nous obligent à faire certains domaines d'études où ces parents-là, de façon archaïque, excusez-moi du terme, quand ils étaient dans leur jeune âge, ils avaient échoué de devenir peut-être médecin. Ils se sont dit, mon fils, il doit devenir ça et c'est ça. Il doit faire cette filière et c'est ça. Donc, pour eux, ils se réalisent au travers de leurs enfants. Mais l'enfant doit prendre peut-être 13 ans pour aller à l'école, 15 ans pour avoir ce diplôme. Et après ce diplôme, le travail est quasi inexistant. Donc, ça, ce qui fait que lorsque l'enfant grandit avec ce diplôme, il ne se retrouve pas dans la société et il constitue lui-même un frein. C'est-à-dire son diplôme lui constitue un frein. Il n'est pas, comment l'appelle-t-on, naturellement à l'aise dans son domaine parce qu'il avait parlé d'être doué naturellement dans un domaine donné. Et donc, il se dit que c'est mes parents, c'est la faute à mes parents. Et donc, toute difficulté devient un mur pour lui. Il avait bien précisé. Également, nous nous comparons à des gens. Nous avons fait peut-être le domaine que nous avons espéré, le domaine de passion, naturellement doué, tout ça. Mais à la fin, le diplôme en même temps, on est engagé dans un emploi. Un an après, on veut devenir comme des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans un emploi. Avoir des voitures ou une maison, avoir une famille, faire des voyages. Et là, nous nous comparons à des gens. Lorsque nous ne faisons pas ces choses-là, on se dit qu'on n'a pas réussi. La société de façon indirecte, nous sommes auto-condamnés par nous-mêmes en voyant ce que la société propose ou les critères de réussite mis en place par la société. Je pense qu'il a abordé le thème dans toute son entièreté. Et puis voilà quoi, c'est très important. Et il faut conclure également que la société constitue un frein ou une pression indirecte ou directe voilà, sur la pression que nous avons en tant que jeunes dans la société aujourd'hui. Voilà. Gilles? Oui, pour faire un commentaire à ce que Joseph a dit, c'est que aujourd'hui, si on prend un jeune, on lui demande dans quoi tu es bon,
est-ce qu'il peut répondre? Je pose la question. Si on demande à un jeune dans quoi tu es bon ou dans quoi tu es doué, je suis sûr que beaucoup de jeunes n'arriveront pas à donner une réponse vraiment précise comme ça. Il va se dire que bon, je suis dans tout, mais il y a tu peux être dans beaucoup de choses, tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a quelque part où tu es bon, quoi. C'est-à-dire que tu es vraiment compétent, doué, transcend. C'est-à-dire que quand on dit telle chose-là, c'est à toi on pense, c'est toi qui le fais bien. Mais beaucoup de jeunes ne pourront pas répondre clairement à cette question-là. Dans quoi tu es bon? Ils ne peuvent pas répondre. Et là, on doit s'interroger par rapport à ça. Donc, si toi-même tu arrives à savoir dans quoi tu es bon, parce que c'est dans ce que tu es bon que tu peux vraiment, je ne sais pas, on dit souvent que c'est quand on tape une seule partie de l'arbre que ça peut tomber. Quand tu tapes plusieurs, dans tous les sens, ça ne va pas vite tomber. Donc, c'est quand tu sais dire que ce dans quoi tu es bon et que tu mises là-dessus, tu mets beaucoup d'efforts là-dessus, tu pourras arriver quelque part. C'est ça aussi le problème. Maintenant, deuxième chose, c'est que, comme il a dit, on suit la tendance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on dit que qu'est-ce qui marche maintenant? Qu'est-ce qui marche maintenant? Ou encore, c'est la médecine. On dit quand tu fais la médecine, c'est sûr que tu vas devenir, tu vas avoir de l'argent. C'est sûr que tu vas... Non, des trucs comme ça, ça nous met dans les erreurs. Ça nous met dans les erreurs. Est-ce qu'il y a des choses qui réussissent? Est-ce qu'il y a eu des temps où il y a des choses qui réussissent? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'arriver à tel moment, c'est ce qui réussit dans le moment? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si... dans quoi, ou encore quel est l'esprit de cette pensée-là, de penser que il y a des choses qui marchent à un moment donné, voilà, ou encore des choses où, quand tu fais ça là, c'est sûr de réussir. Donc, c'est là-bas, tout le monde va faire une ruée vers là. Mais, tu vois, donc, c'est ça qui fait qu'on se retrouve sur le carreau, parce que tu n'es pas appelé à cela, ou encore tu n'as pas la vocation de le faire. Parce que, moi qui suis ici là, je reconnais que je ne peux pas tout faire. Ou je ne peux pas être bon dans tout. Il faut le reconnaître. Je ne peux pas être bon dans tout, je ne peux pas tout faire. Mais je peux faire quelque chose, je peux faire une chose qui soit bon. Voilà, je peux être bon dans une seule chose. Et c'est là que je mets mes efforts et ça peut donner quelque chose. Oui, également, ceux qui disent souvent, je fais un peu de tout. Hein. Voilà, justement, je suis polyvalent. Ouais. Je vais te Vous savez, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, excusez-moi, perdus, désespérés, perdus. Parce que tu sais pas, tu vas dire que moi, là, si tu me mets devant le micro, je suis bon. Si tu me donnes un truc pour aller vendre, je peux vendre ça rapidement. Mais si la personne qui te pose la question n'a pas quelque chose à vendre, c'est que tu n'as pas d'emploi chez lui, quoi. Donc, quand je dis je suis bon dans presque tout, ce qui te dit que ce que tu as là, tu me donnes, je vais faire. C'est ce qui fait que parfois, on a fait des études, mais à un moment donné, on s'arrête et puis on oublie le diplôme, on oublie l'étude, on se dit, bon, ce qui est là, je vais faire. Oui, tu peux être polyvalent, faire 3 études différentes et avoir les diplômes, avoir les compétences données. Mais il y a une d'entre ces diplômes, d'entre ces études-là, quand on t'appelle, tu n'as pas besoin, hein, ton profil, ta manière de faire, c'est-à-dire, il y a une manière innée, je peux dire, que même si on te réveille, viens, porte tes habits, on va aller faire ceci, tu es bon. Mais s'il y a un autre domaine, on va te dire, tu vas dire, attends, je vais visiter un peu mes études ou bien je vais reprendre un peu mes esprits avant de me lancer. Parce qu'il y a toujours ça. Et il faut reconnaître que on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Je fais un peu de tout. Je suis, voilà, non, touche à tout. Non, ça ne peut pas être possible. Vous voyez? Donc, lorsque on touche à tout, on n'est pas compétent. Ou on n'est pas compétent. On est compétent dans un domaine précis. Mais dans d'autres domaines, on peut t'appeler et tu peux faire ce que tu sais faire. Mais tu ne peux pas dire que je suis compétent dans tous les domaines. C'est très important. Voilà. Gilles, venons-en maintenant aux conséquences et l'impact de cet échec, même sur le jeune d'abord et sur la société en général. L'impact sur d'abord le jeune, il est désespéré, et il est fatigué, il a fait tout, il cherche mais il ne trouve pas, ou même il a trouvé mais ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas selon ce qu'il désire vraiment. Donc on va dire qu'il est désespéré, il est fatigué. Et bon, pour beaucoup là, c'est partir. C'est-à-dire que c'est quitter, peut-être c'est le Togo qui fait que c'est comme ça, donc il faut quitter le Togo, voilà. C'est un peu ça. Donc il a perdu la sérénité, ou encore il a perdu l'espoir. La motivation. Oui, la motivation, voilà, de faire autre chose, puisqu'il a tenté. Parce que aujourd'hui là, j'ai fait un constat. La plupart des jeunes que tu rencontres, ça te donne l'image où tu as l'impression qu'ils ont beaucoup essayé des choses qui n'ont pas réussi. Et quand tu leur proposes quelque chose de nouveau là, ils ne vont pas croire.
Ils ont tellement essayé des choses que quand tu leur proposes quelque chose de nouveau, ils ne vont pas croire parce qu'ils se disent que ça va encore échouer. Donc, bon, c'est pas la peine de commencer. J'essaie, ouais. Voilà, donc, voilà un peu l'image que ça donne. Donc, les conséquences, c'est que la personne est désespérée, la personne est fatiguée et il ne sait à quel sens se vouer. Voilà, il ne sait pas bon, vers qui aller. Bon, c'est comme si tout le monde a laissé ou encore, voilà, il est désœuvré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est deux parties quoi. Beaucoup optent pour partir à l'étranger parce qu'on dit que c'est là-bas c'est sûr, c'est Ce sûr. n'est plus l'Eldorado. Voilà, Hein. voilà, Ceux qui sont là-bas aussi veulent venir en Afrique. voilà. Donc c'est un peu ça. Joseph? Oui, comme conséquence, vous allez directement à l'échec, hein, parce que je vais parler d'échec dans le sens où vous comparez votre vie à la vie des autres lorsque vous commencez pas à travailler en tant que jeune professionnel et que vous pensez que, voilà, pour que les gens pensent ou les gens parlent de ma réussite, il faut que j'ai ça, il faut que j'acquiers ceci, il faut que moi aussi je sois en possession de ceci et cela. Je pense que lorsque vous commencez cela, vous partez à l'échec parce que vous ne savez pas comment ces personnes-là vivent leur vie et vous ne savez pas comment vous vous laissez influencer par la vie de quelqu'un. Peut-être que la personne-là ne vit pas pour vous influencer ou ne se compare pas à vous, mais c'est vous qui vous comparez à cette personne et vous échouez, c'est naturellement. Et la quête de l'identité ici, c'est lorsque je pense que lorsque vous allez à cette quête d'identité, c'est bien dans le sens où vous visez le positif. Vous visualisez le positif, le meilleur de vous, vous voulez sortir le meilleur côté de vous-même. Ça peut être un bon résultat et, comment l'appelle-t-on, une bonne conséquence. Mais lorsque vous pensez que, avant de me juger, comment l'appelle-t-on, en tant qu'une personne réussie, juger ma réussite, il faut que je sois ceci, cela. Je pense que non, hein. Moi, par exemple, quand je prends mon exemple, je dis la manière dont j'étais hier en tant qu'étudiant, aujourd'hui même étudiant ou professionnel, je ne suis pas comme ça. Je me dis que j'ai réussi ou j'ai réussi à dépasser une étape dans ma vie. Et donc demain, je me dis que la manière dont je dois être demain, 2026 ou 2027, ou je ne sais pas dans quelle année, je dois être meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Nullement de comparer ma vie à quelqu'un d'autre. Non, ça ne passe pas. Et lorsque vous vivez en comparant votre vie à soi-même, je pense que c'est la bonne manière d'être à la quête de votre identité. Je cherche à me dépasser, je pense que ce serait mieux. Mais lorsque vous pensez que, lorsqu'on va me dire que j'ai réussi, c'est parce que j'ai 3 voitures, comme l'autre a 3 voitures, j'ai 2 maisons parce que l'autre a 2 maisons, je pense qu'on n'est pas satisfait de ce que nous possédons et on n'est pas satisfait qu'on a déjà dépassé une étape dans notre vie et c'est ce qui est compliqué. Nous échouons et les jeunes qui échouent, directement, ils tombent dans la dépression parce que, Gilles l'a dit, lorsque ils sont là, toute autre opportunité que vous allez leur présenter, c'est vain, quoi. Si c'est au Togo, ça ne marche pas. Si c'est au Togo, je préfère voyager, je préfère prendre des millions avec lesquels je peux faire quelque chose au Togo, réussir, de voyager dans un espace ou dans un lieu inconnu pour se chercher, devenir nouveau là-bas et que ça recommence à zéro, même si je ne suis pas sûr que ça va réussir. Voilà. Puisque ce qui fait souvent ces voyages-là, c'est parce que j'ai vu quelqu'un réussir là-bas. Et ça rentre encore dans la comparaison. J'ai vu quelqu'un réussir là-bas. On ne voit jamais ceux qui ont réussi ici. Non, on se compare toujours à ceux qui ont pu réussir à l'étranger. Et ça, c'est la dépression, la démotivation. On n'a plus envie. Et voilà, on devient de n'importe quoi dans la société. On devient de n'importe quoi. Ouais, parce que ça devient un danger que la société même a déjà créé. Parce que on prend la société comme miroir de réussite. Je prends la société, je dis, pour réussir, il faut être comme ceci, comme ceci. Maintenant, quand je me vois moi dans la société, que je ne me retrouve pas, je me dis non. Et ça, c'est le reflet que m'envoie la société. Même si on ne te le dit pas, les yeux avec lesquels on te voit, les yeux avec lesquels les parents te voient à la maison, les yeux avec lesquels la famille te regarde lors des réunions de famille, toi-même tu te dis que je n'ai pas réussi, quoi. Même si toi-même, à un moment donné, tu t'es dit que tu as réussi, quand tu vois, tu lis dans les yeux des gens, tu te dis que tu n'as pas réussi. Donc ça t'envoie, comment on appelle, une image de toi négative et ces gens-là te préparent à une dépression où ils ne peuvent pas te faire sortir après. Voilà, nous ne le cesserons donc de le dire. On va encore penser aux pistes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce cercle infernal, Gilles, l'échec professionnel chez les jeunes? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, à la base, il faut revoir peut-être les choses. Il faut revoir les choses. Et là, peut-être c'est un appel aux dirigeants.
de pouvoir revoir les formations qu'ils proposent dans les universités, dans les écoles, voilà, pour que ces formations-là répondent au marché de l'emploi. Ça, c'est peut-être à leur niveau. Maintenant, nous-mêmes qui sommes victimes de la chose, nous n'allons pas peut-être attendre que les dirigeants agissent d'abord. C'est nous-mêmes qui devons prendre les taureaux par les cornes. Parce que c'est nous qui vivons la situation. Donc, à nous de pouvoir savoir mieux nous orienter selon les besoins qui sont là, voilà, pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a telle filière qu'il faut forcément aller dedans. Mais il faut se poser des questions. Quand je fais cette filière-là, après, ça sera quoi? Quel est l'objectif? Souvent, bon, dans moi, mon accompagnement des jeunes, il y a beaucoup comme ça que je vois et je leur pose la question. Tu fais telle chose, quelle est la vision? Je leur pose la question, quelle est la vision? Où est-ce que tu veux arriver en faisant ça? Et certains arrivent quand même à le dire, mais beaucoup n'arrivent pas à le dire. C'est comme s'ils sont allés choisir pour choisir quoi, pour pouvoir choisir quelque chose et faire. Donc, il faudrait que nous puissions vraiment savoir comment nous orienter, savoir quel choix faire et pouvoir. Et maintenant, comment nous y prendre? Parce que quand déjà, au niveau du choix, on pense déjà à la destination, on pense déjà au demain, à ce que ça va devenir ou encore à ce que je vais faire de cette formation ou de ce diplôme-là, ça nous amène à savoir maintenant, à mettre les stratégies en place pour pouvoir y arriver. Mais quand ce n'est pas ça, quand il n'y a pas une préparation par rapport à ça, ben, on va se retrouver sur le carreau. Et c'est ce qu'on remarque. Je pense qu'au-delà de revoir l'orientation dont tu as parlé, je suis tout à fait d'avis, je pense qu'on doit également penser à la manière dont moi-même je me prends pendant ma formation. Parce que pendant ma formation, voilà, je suis dans un domaine où je ne cherche même pas à savoir comment ce domaine évolue au Togo. Je suis dans ce domaine de formation où je ne cherche même pas à savoir quelles sont les activités qui sont organisées si je suis à Lomé ou à l'intérieur du pays. Je ne cherche même pas à savoir quelles sont les activités qui sont liées à mon domaine, qui sont organisées de temps en temps. Voilà. Je ne cherche même pas à savoir. Je ne cherche même pas à côtoyer le domaine professionnel, c'est-à-dire, oui, mon domaine, son professionnalisme avant de finir comment l'appelle-t-on, ma formation. Je pense que c'est là également. Et on pense que les enseignants, les formateurs qui viennent en classe sont censés nous donner tout et tout sur notre domaine avant d'y arriver. Tu vas te retrouver un jour, tu vas dire, mais ça là, on ne m'avait pas dit ça. Non, mais on ne peut pas tout apprendre. En fait, c'est en allant vers ce que vous voulez que vous trouvez ce que vous voulez vraiment. Je donne de façon, voilà, tu dis que tu fais une formation dans le domaine de l'audiovisuel, je ne sais pas, mais tu n'as jamais côtoyé, comment l'appelle-t-on, si ce n'est pas tes enseignants qui t'envoient dans un studio, tu ne côtoies même pas, puisque l'audiovisuel, tu es destiné peut-être à la communication ou comme ce soit, mais tu ne côtoies pas les gens qui sont déjà dans ce domaine-là, juste pour venir voir comment ils le font, pas pour faire, non, tu vois comment ils le font. Je pense que assister peut-être, mais c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment énorme, c'est vraiment profond le problème, que vous ne pouvez pas croire qu'on attend toujours un stage peut-être rémunéré avant de se dire que je veux côtoyer mon domaine professionnel. Non. Je pense qu'il faut dépasser. Moi, avant de devenir enseignant, moi, je me suis dit, je finissais ma licence, je me dis, mais l'année là, je n'avais pas tant de choses à faire à l'université. Je cherche une école dans laquelle je dois être seulement pour m'occuper. En fait, pour apprendre à enseigner. Voilà, c'est ce que je cherchais en ce moment. Et je ne sais pas, mais j'ai appris très vite. Et j'ai été engagé aussi vite que possible parce que je pense que c'est tout ce que nous devons avoir. Nous ne devons pas aussi attendre que nous soyons déjà totalement prêts avant de chercher. Non, il y a des gens qui préfèrent, autant pour moi, qui préfèrent faire une formation, aller taper des jobs d'après-formation dans un autre domaine que leur domaine de professionnalisme après, que de dire que je me prépare pour devenir professionnel dans tel domaine, mais pour le moment, je tape ce business à côté en attendant que je fasse la formation. Je pense que ce que nous devons apprendre, c'est que même si tu dois taper un business, cherche à le faire dans ton domaine où tu aspires le professionnalisme. Je pense que ça nous prépare. Parce que sinon, ton premier pas dans le domaine professionnel, c'est en ce moment que tu vas apprendre ce que tu
tu devrais apprendre il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être, comment l'appelle-t-on, 1 an ou 2 ans auparavant. Donc, je pense que nous devons nous-mêmes, en tant que des personnes qui vont à la formation, se dédier, voilà, avoir une motivation au-delà de ce que nous cherchons pour pouvoir y arriver. Oui, nous avons fait le bon choix ou on a fait la mauvaise orientation, mais lorsqu'on se retrouve, je pense que c'est le moment idéal pour nous d'aller à fond, de se repositionner pour y aller. Également pour ceux qui sont nos formateurs, je pense que vous devez pas seulement venir donner la formation qu'il faut donner, mais également donner des pistes d'orientation à nous qui sommes venus vers vous pour se faire former. Vous connaissez déjà, vous qui êtes professionnel du domaine, vous connaissez déjà les ambiguïtés, les freins, les murs, tous les obstacles qui sont dans le domaine professionnel. Je pense que c'est l'heure pour vous également de nous donner tous ces secrets-là, même si pas tout, mais de donner quelques pièces de secrets afin que nous puissions nous retrouver. Parce que le problème sera partagé lorsque moi qui viens à la formation, je suis dédié, je suis motivé à fond, mais je ne reçois pas vraiment ce que vous devez me donner en totalité. Je crois aussi que nous devons préserver notre santé. On a parlé de santé mentale. Parce que si la santé mentale n'est pas au beau fixe, vous pouvez tout faire à la personne, mais elle est toujours au point mort. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit à la préparation au marché de l'emploi, où il dit que vous n'allez pas forcément attendre un stage rémunéré pour pouvoir dire que vous avez une expérience dans tel domaine. Je me rappelle d'un post que j'ai fait hier, que j'ai trouvé sur LinkedIn, qui dit tu peux avoir 25 ans et 5 ans d'expérience. Tu vois, Oui. tu peux avoir 25 ans et 5 ans d'expérience. Parce que souvent, on a cette pensée-là que, bon, pourquoi on demande à des jeunes qui viennent de sortir de l'école ou des jeunes diplômés d'avoir 5 ans d'expérience, un nombre Où est-ce qu'ils d'expérience vont aller faire élevé. l'expérience? Voilà, où est-ce qu'ils vont avoir l'expérience. Mais la personne a développé, et j'ai compris, c'est que quoi? On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il a dit quoi? Que l'expérience ne dépend pas d'un contrat, mais d'un engagement. L'expérience ne dépend pas d'un contrat, mais d'un engagement. Étant donné que tu t'es occupé quelque part, par un bénévolat, par même des prestations à l'église, c'est-à-dire que tu as conduit des événements, ou tu as dirigé des trucs à l'église, même des trucs comme ça, c'est des expériences aussi qu'il faut mettre à son compte, comme expérience à mettre en valeur, à vendre. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un contrat dans une entreprise ou une chaise dans une open space qui fait de toi voilà, un expérimenté. Mais c'est les petites choses que tu fais, c'est-à-dire des choses que tu fais. Voilà, tu as eu à garder une boutique quelque part, voilà, pour ta soeur, voilà, pendant des mois ou pendant des années, voilà, des trucs comme ça, c'est à mettre à son actif comme des expériences et qu'il faut valoriser dans son CV pour pouvoir trouver du travail, et voilà. Oui, en fait, ce que tu as dit, je viens d'être enseigné, hein, passé instruit. Parce que parfois, on se pose la question, j'ai mon diplôme de master à 25 ans, on me demande en même temps, après mon master, je dois avoir, comment appelle-t-on, 5 ans d'expérience, bien sûr, et je ne dois pas être âgé de plus de 27 ans pour gagner ce boulot. C'est comme une manière, c'est une manière donc pour les recruteurs de nous dire que déjà, il ne faut pas attendre d'avoir son diplôme avant de commencer. Voilà. Oui, parce que même si tu commences après le bac, tu sais que je vais devenir un expert en comptabilité, bac plus 5, je ne sais pas. Tu vas avoir bac plus 5 après et que tu dois commencer la comptabilité. Je pense que ce que tu as dit là, c'est intéressant. Hein. Tu peux commencer la licence en comptabilité, mais aller gérer une boutique au grand marché, ou tu peux gérer même 1 million aujourd'hui au grand marché et demain c'est 2 millions. Et après ta licence, tu cherches quelque part où tu peux gérer 5 millions. Et après ton master, tu as 5 ans d'expérience, je pense. Hein, parce que si tu comptabilises tout ça là avec des personnes, des références, parce qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner lors de ton entretien. Il y a des recruteurs qui peuvent contacter les personnes que tu as mis comme référence et pour savoir vraiment quel type de travail que tu as fait. Et s'ils savent vraiment que tu l'as fait, je pense que tu as 5 ans d'expérience. Je pense que c'est un très bon truc que nous devons nous-mêmes apprendre à faire. Parce que voilà, il ne faut pas attendre que j'ai mes diplômes avant de commencer un stage et s'engager pour avoir un diplôme. Oui, c'est très intéressant. Également, il faut savoir que Tata Brigitte a parlé comment l'appelle-t-on, de santé mentale. Il faut être, comment l'appelle-t-on, guéri mentalement. Il faut être en bonne santé mentalement, bien disposé, sans stress, avant de pouvoir continuer ou pouvoir s'engager dans ce truc-là. Sinon, au-delà de tout, vous allez voir que vous serez compétent. Vous allez avoir tous les outils possibles, mais si vous n'avez pas la santé mentale également, ou bien la bonne santé, le bien-être mental, vous ne pouvez pas également exercer comme il le faut.
Voilà, le débat il est bien beau. On a beaucoup de choses à se dire, mais le temps ne nous reste pas assez de temps. C'est Je ça. vais donc prendre vos mots de la fin concernant donc ce thème, l'échec professionnel des jeunes. Bon, pour mot de la fin, je vais juste dire que les jeunes n'ont qu'à prendre en main leur destin. C'est-à-dire que, oui, que les jeunes prennent en main leur destin. Parce que personne ne le sauvera. Personne ne va te sauver. Tu es seul. Tu es le seul à te battre. Et même si quelqu'un va t'aider là, c'est qu'il va te voir faire des efforts dans un sens. Voilà. Parce que je dis souvent que on n'aide que ceux qui font des efforts. Parce que c'est celui que je vois sur une voie et qu'il est en train d'aller, que je peux aider, que je peux aider. Mais tant que je vois quelqu'un peut-être qui est bras croisés comme ça, mais je ne sais pas où tu vas et je ne sais pas comment t'aider. Voilà. Donc on n'aide que ceux-là qui savent où ils vont, ou ceux-là qui vont quelque part. Donc que chaque jeune vraiment prenne son destin en main. Sache que tout dépend de lui. On n'a plus le temps à accuser l'État, les parents. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Non, ce n'est plus le moment pour ça. Le moment est pour le fait d'être conscient de son avenir et de pouvoir le préparer. Savoir qu'on a un avenir à préparer, on doit le préparer. Et quels sont les moyens dont on dispose et pour pouvoir y arriver. Donc c'est ça. Donc j'appelle à la conscience des jeunes par rapport à leur vie, par rapport à leur avenir, qu'ils soient conscients et qu'ils sachent là où ils veulent aller et les moyens dont ils ont besoin pour y aller et pouvoir trouver ces moyens-là pour y arriver parce que personne ne les sauvera. Joseph. Moi, je vais dire, comme je l'ai vu sur le statut d'un frère ce matin, écoutez le conseil des autres, mais faites ce que votre cœur, vous désirez dans votre cœur. Parce que ce soit devant la réussite ou l'échec, vous serez le seul devant à comparer devant, voilà, comment appelle-t-on, en ce moment, vous serez le seul à comparer devant la réussite ou l'échec. Je suis sûr que les parents qui nous donnent des conseils, ils ne sont pas forcément dans notre avenir. Ils ne vont peut-être pas participer à notre avenir. Les gens qui nous donnent des conseils ne vont pas forcément participer à notre avenir. Donc je pense que c'est à nous de prendre au sérieux ce que nous voulons faire. Et même si la personne qui veut nous aider à y arriver nous propose ce dans quoi il peut nous aider, je pense que c'est l'heure pour nous de défendre vraiment notre vision, de défendre ce que nous voulons devenir. Et si nous le défendons très bien, ces personnes vont nous suivre. Je souhaite à chacun de nous de trouver au fin fond de lui ce qu'il désire, ce qu'il sait bien faire, afin que lorsqu'il veut le faire, tout le monde puisse l'accompagner. Même si tout le monde ne l'accompagne pas, qu'il puisse le faire et démontrer à ceux-là que c'est aussi possible et qu'ils puissent le faire. Je souhaite à tous également une bonne santé mentale afin que nous puissions évoluer dans nos différents domaines. Merci à vous donc pour ce débat instructif. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro. Nous allons partir très vite pour la citation du jour. La citation du jour aujourd'hui qui nous dit « L'individualisation de l'action engendre des pressions nouvelles sur l'individualité, qui doit assurer en permanence là où elle se contentait d'obéir. » Ce qui voudrait dire ici seulement que lorsque vous prenez une action, voilà, l'action est prise de façon individuelle, elle engendre des pressions sur soi-même. Et cette pression, vous êtes les seuls à faire face. Que vous comparez votre vie à la société, que vous prenez en considération les conseils des autres, après tout, vous le prenez individuellement et vous serez le seul à comparer devant ou bien à obéir aux décisions de ces conseils juste après. Nous allons passer pour les expressions du jour. Nous allons avoir deux expressions. Finir en queue de poisson. Finir en queue de poisson, cette expression me rappelle lorsque on diffusait les matchs à la radio, à la télé, on a dit les championnats d'avant, 2015, où il y a les bagarres sur les terrains de foot et tout. Le journaliste dit le match entre telle équipe a fini à queue de poisson. Queue de poisson, c'est que avec dispute, quoi, malentendement à la fin de la rencontre,
on ne sait pas départager en de bons termes. Et aujourd'hui, je pense que dans nos championnats, il n'y a plus de bagarre au terrain. Félicitations à la Parce que la queue de FDF. poisson aussi est comme ça. La coupe de poisson comme ça. Donc, soit la queue finit par être divisée en deux. En deux, Comme voilà. souvent, c'est comme ça. Ouais, on a À divisé chaque ça. fois quand on tire, c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Il y a Donc, plus de finir queue. en queue de poisson voudrait dire finir avec voilà, bagarre, querelle et c'est ce qui va avec. Être dans de bonnes grâces, être dans de bonnes grâces, c'est une expression qui voudrait dire être en faveur, dans une faveur. Si on dit Gilles est dans de bonnes grâces Ou avec bien, son patron, Voilà, voilà. l'employé qui est dans les bonnes grâces de grâces son de patron. Voilà, ce qui veut dire qu'il est favorisé, il est chouchouté, Ça. ainsi de suite. Voilà les deux expressions que nous avons aujourd'hui. Le bon usage aujourd'hui nous amène à des formulations. Je dis, Charles a prêté de l'argent à la banque. C'est une formulation phrastique qui n'est pas correcte. Charles, c'est comme on dit, j'ai fait un prêt à la banque. J'ai fait un prêt à la banque. C'est couramment, c'est ce que nous disons, mais ce n'est pas la bonne formulation. Ce serait plutôt, Charles a emprunté de l'argent à la banque. Voilà. Charles a emprunté de l'argent à la banque. Ou bien Charles a fait un emprunt. Voilà. Donc, tout court, on peut dire emprunter quelque chose de quelqu'un. Action de recevoir. Emprunter, j'ai emprunté un téléphone voilà, de quelqu'un. Voilà, c'est recevoir quelque chose de quelqu'un. Prêter quelque chose à quelqu'un, j'ai prêté mon bic à quelqu'un. C'est l'action de donner. C'est moi qui donne. C'est moi qui mets à la disposition. Donc, je pense que... Même si on ne va pas sur le plan financier bien de la banque, même en classe, c'est qu'on Oui, était oui, encore ado. prête-moi ton bic. Oui, On dit, Prête-moi ton prête-moi bic. bic. Voilà. Alors que tu veux recevoir. Tu veux recevoir, emprunte-moi plutôt Emprunte-moi ton ton bic. bic. Donc, les élèves, désormais, dites, emprunte-moi ton bic et moi, je te prête mon crayon. Voilà, ce serait mieux comme ça. Merci. Nous allons partir également pour la conjugaison. Aujourd'hui, la conjugaison, c'est le verbe conquérir au futur simple de l'indicatif. Quelqu'un dira, c'est y a manqué J, et il dira, je conquérirai. Voilà. Voilà, j'ai demandé à quelqu'un hier, je conquérirai. Non, je conquérai. Voilà, je conquérai. Tu conquéras, il conquérera. Nous conquérons, vous conquérez, ils conquéreront. Ce qui est ici à noter, c'est deux R. C'est bien sûr deux R. Voilà. Ça là, comme ça, là, pour éviter tout Je vais problème. conquérir. Je vais conquérir, bien nous allons conquérir. Vous dites que c'est le futur. C'est trop Voilà, difficile, quoi. voilà, c'est très difficile. Donc, arrêtons de dire un peu, je vais conquérir, mais je conquéris. conquérir. Voilà, Je conquérir. Ça voilà. fait chic aussi. Ça fait On chic, sait que voilà. 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 Il y a un niveau, un level. Voilà, un level. Voilà. Alfred qui nous voit en ce moment, voilà. Il est sûr que Alfred conquérera le cœur de cette jeune demoiselle-là. Voilà. Et également, nous allons partir pour cette dernière partie qui est, comment l'appelle-t-on en français, Gilles? Tu avais mangé ça quand tu étais au primaire? C'est rosy, non? Ouais, ça tombe de l'arbre. Ah oui, oui, oui. on- On mange même le... Oui, Oui. parfois on lave, sans laver même, on mange les torches avant Ouais. voilà, avant de De trouver casser. ce De qui casser est à l'intérieur qui sort... on l'appelle arachide. Oui, c'est arachide. Mais comment on En appelle ça en français. français? En français. C'est ça le truc. On sait pas. On avait consommé des choses au cours primaire et voilà, au village. On l'appelle la badame. La badame. Comme vous l'entendez, B-A-D-A-M-E. La badame. Donc désormais, Yovosi là, c'est la badame. C'est tout pour Top Secret de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro pour de découvertes. Merci beaucoup à toi, Joseph. Merci également à Gilles. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous n'oublions pas la partie technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.